micro? Bonjour, bienvenue. Voilà, rassurez-vous, je pense que la salle va se remplir. Laetitia, tu me confirmes? La conférence d'en bas n'est pas encore tout à fait terminée, c'est ça? Ok, donc la salle va se remplir, on sera bien ensemble, on est déjà bien ensemble. Bienvenue donc dans cette intervention santé et sécurité des personnels humanitaires et solidarité. En préambule, ce qu'on veut, on vous souhaite la bienvenue tous les trois, on va se présenter. En préambule, ce qu'on veut poser comme postulat dès le départ, on va vous parler de santé mentale et pas de santé physique, au sens médical du terme. Et vous comprendrez pourquoi après, bien qu'on soit extrêmement conscient que santé physique et santé mentale sont étroitement liées, qui plus est dans nos métiers. C'est pas qu'on banalise ou on minimise l'aspect santé physique, mais aujourd'hui on est plutôt là sur un prisme santé mentale. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se présenter tous les trois, vous présenter un petit peu qui on est, quel est notre parcours, quelle structure on représente et possiblement pourquoi on les a créés. Et puis après, on ira aborder ce sujet un peu plus en profondeur avec nos apports à chacun et chacune. OK? Allez, Hélène. Il y aura des questions. Et oui, bien sûr, comme à chaque intervention, il y aura un temps de questions-réponses. Et donc, vous aurez l'occasion aussi de venir nous interpeller. Et pour les questions-réponses, on vous demandera d'attendre la fin de la présentation, comme ça on pourra tout rassembler. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hélène Ross, je suis la cofondatrice et la présidente de l'association Co-Create Humanity, une association suisse qui est basée à Genève, qui a été créée en 2019, et on professionnalise la pair-aidance humanitaire, le peer support. On vous en dira plus tout le long de cette conférence. Ah oui, c'est vrai, ça. Brigitte Louison, je représente Perspective Coaching et Formation, donc une structure qu'on a créée avec 4 autres coachs et formatrices autour du comment créer du bien-être pour bien faire, et puis j'allais dire à contrario aussi comment faire du bien faire pour aller chercher du bien-être au travail. Donc on intervient autant au niveau individuel que au niveau des institutions pour apporter nos apports aussi sur ces thématiques-là. À titre indicatif, moi aussi je suis issue du secteur, j'ai fait une dizaine d'années sur le terrain, et puis il y a 4 ans, puisqu'on parle de santé mentale et qu'il n'y a pas de tabou, j'ai fait un gros burn-out. Voilà, on peut imaginer que le burn-out, on le fait sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas fait sur le terrain, mais c'était aussi une résultante d'années sur le terrain que je n'avais pas traité correctement à ce moment-là et qui, avec un facteur un faisceau d'éléments qui m'ont fait faire ce burn-out il y a 4 ans et non pas quand j'étais sur le terrain. Donc voilà, la santé mentale, ça me touche aussi. À titre personnel, et c'est aussi dans ce cadre-là que je m'engage et au sein de mon collectif Perspective Coaching sur le bien-être au travail et au sein aussi de Co-Create Humanity, puisque je suis moi-même père aidante en santé mentale pour des humanitaires. À toi, cher Olivier. Merci. Donc bonjour, moi c'est Olivier Anne-Castel. Donc je suis belge, je suis travailleur humanitaire depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai démarré en solidarité locale, notamment avec la Croix-Rouge et Médecins du Monde. Et puis j'ai progressivement travaillé vers la solidarité internationale et l'humanitaire, toujours avec Médecins du Monde, sur des terrains comme l'Afghanistan, le Mali, le Niger, et puis avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, en Iran. Voilà. La raison pour laquelle je pense qu'on m'a invité sur cette thématique de la protection et du soutien au personnel humanitaire, c'est que j'ai été... pardon, je ne veux pas dire je suis victime, je suis survivant d'une prise d'otage qui a été assez longue, 456 jours de détention arbitraire. Et donc depuis, en fait, et suite à cet incident, donc j'ai créé Protect Humanitarians, qui est une organisation qui était d'abord une initiative qui s'est maintenant transformée en ONG. Et donc on va un peu élaborer ce qu'on y fait, mais donc on défend le métier déjà de travailleurs et travailleuses humanitaires. On essaye de mobiliser le grand public autour de ces enjeux-là, comme le font les journalistes et les reporters pour défendre la liberté de la presse. Je pense que l'action humanitaire actuellement est attaquée et qu'il faut la défendre avec davantage de force et de manière collective. Et on essaie aussi de développer des moyens concrets de soutien aux organisations qui sont ciblées par des incidents.
Voilà. Et c'est Olivier qui va poursuivre tu vas poursuivre cette présentation en présentant ta structure et sa mission. Oui, donc voilà, comme je l'ai dit, on plaide pour une meilleure protection. Donc je vais élaborer un petit peu plus du point de vue juridique comment on travaille ça. On essaie aussi de rassembler en fait le secteur humanitaire autour de ces enjeux-là, parce que on essaye de positionner les incidents de sécurité comme n'étant plus l'enjeu unique d'organisation individuelle, mais comme un enjeu collectif. Donc c'est quelque chose qui prend du temps pour que l'organisation se fasse connaître, mais aussi pour rassembler les acteurs humanitaires autour de cela. Et l'enjeu, en fait, et pourquoi on le fait, il est assez clair par le slide suivant, c'est qu'on voit très clairement sur, en particulier les 3 dernières années, une augmentation significative d'incidents qui touchent les travailleurs et travailleuses humanitaires de par le monde. Alors, avec les données, il y a toujours des commentaires sur voilà, comment les données sont récoltées, etc. Donc, bien entendu, ça peut être aussi lié au fait que les incidents sont davantage rapportés. Mais on pense pour le coup que ce nombre-là est en sous-représentation de ce qui se passe sur les terrains. Et ce qui est surtout en effet inquiétant, c'est qu'on est vraiment sur une nette augmentation. En 2023, on avait dit que c'était une année record par rapport à la violence contre les travailleurs humanitaires. 2024, les Nations Unies ont redit la même chose, vu qu'on est passé de plus de 500 incidents à l'année dernière plus de 800 incidents. Et encore une fois, ce sont les incidents majeurs. Hein, donc c'est pas, on parle ici d'incidents qui ont un impact en termes de sécurité physique. Donc si vous regardez le détail des courbes, au-delà de la tendance qui est à la hausse, donc vous avez donc la source en fait c'est Aid Worker Security Database, qui est d'une organisation qui s'appelle Humanitarian Outcomes, qui essaye de recenser l'essentiel des incidents. Et donc pour l'instant, ce qu'il recense, ce sont uniquement les travailleurs et travailleuses humanitaires tués, blessés, kidnappés ou en détention. Donc un premier commentaire qu'on va donner par rapport à ces chiffres, c'est que ça ne représente que la violence physique, évidemment parce qu'elle est plus mesurable, plus facilement mesurable, mais que je pense que si en tant que secteur, on pouvait aller aussi davantage vers la documentation de ce qui n'est pas physique, c'est-à-dire par exemple la violence psychologique et l'impact que ça a, ce serait super intéressant en termes de recherche. On y reviendra. Voilà. Comment est-ce qu'on explique ça ? Je pense que vous serez tous au courant qu'il y a davantage de conflits et que les conflits, surtout quand ils existent, sont plus violents. Ça touche avant tout les populations civiles, il faut toujours le rappeler, mais par ricochet et de manière logique, ce sont les populations civiles qui sont davantage victimes, mais également tous les intervenants qui sont autour des populations civiles. Et donc, de par ce fait-là, les travailleurs et travailleuses humanitaires et également, par exemple, pour les citer à nouveau, les journalistes et reporters. Donc, si vous regardez les données de Reporters sans frontières sur les journalistes, si vous regardez les données de CIPRI, qui est un centre en Suède qui regarde la violence contre les populations civiles, en fait, vous allez voir les 3 courbes augmenter quasiment en parallèle. Donc, la violence, en fait, est plus forte dans les contextes de crise et de guerre. Et ça, c'est lié à, alors, un terme diplomatique, on va dire l'érosion du droit international. Mais en gros, c'est le fait que le non-respect devient la norme, alors qu'il y a 5 ans peut-être, ou une dizaine d'années, le respect du droit international n'a jamais été parfait, mais en tout cas, il n'était pas aussi abîmé qu'il l'est actuellement. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que les acteurs étatiques, de manière assez étonnante, la part des auteurs d'attaques contre les travailleurs humanitaires qui sont étatiques, donc des États, devient prépondérante. Alors que si on regarde les mêmes données il y a 10 ans,
c'était la part des acteurs non étatiques, donc les groupes armés et les milices, qui étaient prépondérantes. Voilà. Plein de choses qu'on peut dire sur les chiffres, si vous avez des questions. Voilà. Tout ça, évidemment, ça fragilise l'espace humanitaire, ce que les humanitaires appellent l'espace humanitaire, qui est juste un concept théorique pour dire là où on travaille et où on essaye de déployer des équipes de manière sûre et avec du soutien. Et je pense que, ça paraît basique, mais c'est important de le rappeler à chaque fois, c'est que sans personnel humanitaire qui se sent en sécurité et soutenu dans les contextes d'intervention, il n'y a pas d'aide humanitaire possible. Donc derrière le don, qu'il soit privé ou public, et la population récipiendaire, il y a toujours des gens sur le terrain, et c'est de plus en plus difficile pour ces personnes-là. Alors, qui est le plus touché ? Et ça, c'est aussi très important de le rappeler. Et là, peut-être ici sur le panel, on n'est pas représentatif, c'est que c'est essentiellement et de manière croissante ce qu'on appelle le personnel national, à défaut de meilleurs termes, parce que je n'aime pas ce terme-là, mais ce sont des collègues qui sont soit employés d'organisations internationales, mais vivant dans le pays, ou et de manière croissante des acteurs locaux eux-mêmes. Donc ce qu'on voit aussi, dans le secteur on appelle ça la localisation de l'aide, c'est que de manière croissante ce sont les acteurs locaux et nationaux qui, alors ils l'ont toujours fait, mais on va dire la place qu'ils prennent est grandissante, avec on va dire des organisations ukrainiennes en Ukraine qui délivrent l'essentiel de l'aide, des organisations ou des mouvements civils au Soudan qui font l'essentiel de l'aide en première ligne, etc., etc. Et donc pour donner un chiffre, c'est que si on reprend les 861 ou 61 humanitaires victimes l'année dernière, 97%, ou pardon, on est en France ici, donc 97%, excusez-moi, 97% sont donc ce qu'on appelle des nationaux. Et je pense que là, il faut vraiment une autocritique du secteur humanitaire, c'est qu'on a focalisé, je pense, pendant 20-30 ans, beaucoup de ressources sur le care et support pour le personnel expatrié. Ce inclut d'ailleurs les recherches. Donc si vous regardez d'ailleurs les publications sur la question de la santé mentale ou de la santé physique des travailleurs humanitaires, il y a une surreprésentation des publications sur les personnels expatriés et une sous-représentation d'études ou de recherches, et donc aussi d'accès, de savoir, et donc de savoir comment les soutenir mieux par rapport au personnel national. Sachant qu'il faut aussi toujours rappeler qu'ils sont les premiers à répondre, ceux qui ne peuvent pas sortir des contextes en règle générale. Autre gros enjeu, ce qu'on appelle les relocalisations, ce sont aussi les plus exposés. Dans le cas, par exemple, de détention arbitraire dans le pays même, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas potentiellement un acteur tiers qui peut faciliter des négociations. Et ce sont les moins protégés en termes concrets d'investissement financier sur ces questions-là. Alors, petite lueur d'espoir, il y a un début de, on va dire, de reconnaissance au niveau diplomatique, et un certain nombre d'États semblent bouger en voyant justement les données augmenter, donc les incidents augmenter. Et donc il faut parler en particulier en effet de la Suisse, qui a été lead pour une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est passée en mai dernier, qui a été votée à l'unanimité sauf un membre, la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y avait déjà eu des résolutions. Et les résolutions, évidemment, sont que déclaratives, mais c'est une vraie évolution positive. Elle est plus détaillée, elle est plus élaborée, et en particulier, elle insiste notamment sur ce besoin de soutien auprès des travailleurs nationaux. Elle insiste également sur le fait que les États sont non seulement
obligés de faire respecter le droit international et humanitaire, mais ils sont aussi obligés de faire respecter leurs alliés. Donc vaste débat là-dessus, mais que c'est une obligation des États. Il y a aussi l'obligation, en tout cas la mention qu'il faut davantage soutenir le personnel humanitaire, et notamment sur le volet de la santé mentale. Et enfin, il y a une mention assez explicite sur la question de l'impunité, et donc du droit qui doit devenir effectif. C'est-à-dire que rappeler l'importance du droit international humanitaire, c'est une chose, mais qu'il faut surtout qu'un nombre grandissant de victimes ou d'organisations qui sont touchées par des incidents vont vers la justice. On y reviendra. Je ne sais pas au niveau du temps comment je fais. Ça va ? Ok. Donc peut-être pour expliquer très rapidement, donc sur base de ce constat, c'est-à-dire à la fois une vraie préoccupation qui est, je pense, qui est pour tout le secteur, et le fait qu'il y a un début on va dire de mobilisation de réponse. Qu'est-ce que nous proposons concrètement au sein de Protect Humanitarian ? C'est non seulement de rassembler, on va dire, les initiatives qui travaillent sur ces questions-là. On fournit un soutien technique aux ONG qui sont, on va dire, exposées, et on a choisi de focaliser notre assistance exclusivement sur les acteurs locaux et nationaux pour, on va dire, créer une discrimination positive, parce que personnellement je ne crois plus trop aux budgets qui vont des Nations Unies, aux ONG internationales et puis aux ONG locales, et au final on se rend compte qu'il ne reste plus grand chose pour les acteurs locaux. Donc nous on met au cœur et au centre de notre action les acteurs locaux. On veut leur donner non seulement la parole, mais aussi tous les investissements, enfin tout ce qu'on arrive à récolter, c'est pour eux. Donc ça, c'est un premier point. On travaille, mais je vais laisser mes collègues élaborer davantage sur le soutien psychologique, mais on a créé ce qu'on appelle une communauté des pratiques. Donc si des organisations ici dans la salle sont intéressées de la rejoindre, donc on rassemble en fait tous les acteurs, quel que soit leur logo. On n'est pas intéressé par les logos et les bannières et les noms des organisations. Mais si vous avez au sein de vos équipes des gens qui travaillent sur le staff care et la santé mentale des travailleurs humanitaires, contactez-nous, parce qu'on essaye de rassembler tout le monde, et en particulier aussi de travailler ces questions-là sur les terrains. Pour l'instant, on essaye de creuser l'Ukraine, la Palestine et la RDC, donc le Congo, à essayer de rassembler justement les acteurs qui poussent sur cette question du soin au personnel, qu'ils soient employés ou bénévoles. Parce qu'on est plus fort ensemble, premièrement, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de savoir en fait qui reste cloisonné dans les organisations, dont d'autres peuvent bénéficier sur les terrains. Le dernier volet, c'est l'expertise juridique, où là aussi, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est illusoire de penser que toute ONG aura une capacité interne pour potentiellement, à la suite d'un incident, aller vers la justice. Premièrement parce que c'est extrêmement technique, deuxièmement parce que ça coûte cher, etc. Et donc on est sur une mutualisation des ressources. Donc on a une personne maintenant dans notre équipe qui peut donner un avis, qui sera suivi ou pas, c'est le choix de l'organisation. Mais en tout cas, c'est une ressource mise à disposition, on va dire, du collectif des collègues humanitaires. Et on est là pour donner de l'information par rapport à ce qui peut être fait après un incident, que ce soit par rapport à éventuellement la destruction de matériel, mais aussi et surtout s'il y a un incident qui touche le personnel, encore une fois, quel que soit son statut. Voilà. Je vous renvoie, enfin j'en ai ramené que quelques-uns, mais on a des rapports sur le volet juridique et sur le volet santé mentale qu'on peut vous partager. Et je vais peut-être clore sur un volet qui est extrêmement important pour nous, qui est au-delà du plaidoyer, où on essaye en effet on va dire, de rappeler aux États déjà leurs engagements, mais c'est également le fait de porter un certain nombre de campagnes quand justement l'organisation par exemple ne le fait pas, ou par exemple la famille le souhaite et qu'il y a des humanitaires qui vivent une injustice. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous
connaissez des gens qui pourraient en bénéficier. Et donc je vais vous demander toutes et toutes d'utiliser vos téléphones et de signer cette pétition si vous le souhaitez, bien entendu. Mais donc c'est une des campagnes qu'on mène pour l'instant. On en a en fait 3 pour l'instant. Alberto Trentini, Mustapha Djemali, détenu en Tunisie, Alberto Trentini, détenu au Venezuela, et Joseph Kigara, qui est détenu en République centrafricaine. C'est important de se mobiliser. Vous comprendrez que c'est très important pour moi aussi. Mais donc signer, partager, mobiliser, n'hésitez pas. Encore une fois, s'il y a des cas ou des personnes dont vous savez qu'elles pourraient bénéficier de davantage de visibilité par rapport à une injustice qu'ils vivent, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on discute d'abord évidemment avec la famille, si c'est leur souhait, et avec l'organisation évidemment, mais c'est vraiment important que les gens qui vivent ce genre d'injustice ne sont pas seuls par rapport à ça. Et là aussi, je pense que la communauté humanitaire devrait, de manière plus régulière, faire un plaidoyer pour protéger les siens. Voilà. On cherche aussi des bénévoles, donc n'hésitez pas à nous contacter, info@c.org à la fin, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier. Alors je vais prendre le relais, je vais moins prendre la parole que mes 2 acolytes qui ont beaucoup de choses à partager sur cette thématique. Nous, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que la santé mentale, c'est une responsabilité au niveau individuel, au niveau collectif et aussi au niveau de nos employeurs. Et que ces 3 niveaux-là s'interpénètrent et s'inter-enrichissent, ou pas d'ailleurs, quand ce n'est pas toujours bien fait, de façon à proposer aussi un environnement qui sera plus sain ou plus propice à une santé mentale, j'allais dire, plus épanouie. Alors, à titre individuel, quelle est notre responsabilité à nous, travailleurs humanitaires ? Il y a déjà, avant de partir en mission, se renseigner, se poser les bonnes questions. Déjà, pourquoi je veux faire de l'humanitaire ? Qu'est-ce qui me motive ? Jusqu'où je suis prêt à aller ? Quelles seraient possiblement mes limites ? J'irais même plus loin, apprendre à se connaître aussi en termes de ce qui est bon pour moi et ce qui possiblement pourrait être nocif pour moi. Ça implique quand même un gros travail et on ne peut que vous encourager à le faire, ce travail-là, j'identifie bien. Et j'identifie possiblement même avant de partir des choses qui pourraient être bonnes pour moi ou des choses qui pourraient être mauvaises pour moi. En toute humilité. On n'est pas là pour sauver le monde au détriment de sa propre santé. On est là parce qu'on est des humains. Et en tant qu'humains, on a on est à la fois très fort et on peut être à la fois très vulnérable. Et les 2 sont OK. Et c'est aussi s'accepter dans ça. Et dédramatiser ça. Moi, j'ai eu le syndrome du sauveur pendant des années. Je ne suis pas un... Voilà, et je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Donc il y a un moment, c'est aussi remettre le curseur à son juste niveau avec beaucoup d'humilité. Et s'il faut se faire accompagner par des professionnels, faisons-nous accompagner par des professionnels. Aussi, arrêtons cette idée de je vais voir un psy parce que je ne vais pas bien. Non, je peux aller voir un psy parce que je vais très bien, mais que j'ai besoin de baliser parce que ma santé mentale en dépend avant de pouvoir partir en mission. Donc il y a ce niveau-là. Je me renseigne sur là où je vais aller en mission. Et il n'y a pas d'idée saugrenue, il n'y a pas de questions idiotes à poser à son employeur. On est légitime à poser toutes les questions qui vont dépendre de notre santé et notre bien-être sur le terrain. OK ? Pareil, on s'autorise à ça. Si on ne sent pas quelque chose, on s'autorise à dire non. Faisons confiance aussi à nos ressentis. Ce n'est pas grave si on refuse de partir en mission humanitaire parce qu'on ne sent pas l'environnement, parce qu'on ne se sent pas de partir dans un contexte insécuritaire. Okay ? Ça ne dévalue en rien notre humanité et notre envie de bien faire et notre valeur. Elle est là, cette valeur. Et elle s'exprimera peut-être différemment, mais elle s'exprimera quand même. C'est se faire confiance aussi sur ses ressentis. C'est peut-être anticiper sur ses émotions. Travailler sur ses émotions peut-être avant de partir aussi. Quelles pourraient être mes émotions ? Qu'est-ce que je ressens là avant de partir ? Qui pourrait être compliqué pour moi à gérer ? C'est identifier avant de partir quel est son soutien. Qu'est-ce qui sera soutenant pour moi quand je serai en mission ? Qu'est-ce que je pourrais activer comme levier ? Et qu'est-ce qui sera ressource pour moi ?
hein. Quel lien humain je veux maintenir? Parce que je fais le choix de partir, mais j'ai aussi besoin de mes liens. On sait que le premier facteur de bonne santé mentale, c'est d'être en lien avec d'autres personnes et d'autres humains. Donc c'est quel lien je vais activer et quel lien j'ai envie d'alimenter, même durant ma mission, et même si c'est compliqué, et même si les points de communication sont compliqués. C'est qu'est-ce que je vais prioriser pour moi, parce que c'est important. Hein, et c'est de bien identifier ça. Je me suis fait plein de notes. Hein. C'est identifier qu'est-ce qui sera vos socles, et puis identifier possiblement vos sources de stress futures. On peut identifier déjà ce qui ne sera pas bon pour nous. Donc c'est partir avec tout ça. Quand on est en mission, comment on prend soin de soi? Eh ben, on fait attention aux facteurs, aux signaux faibles. Hein. On se regarde un petit peu de temps en temps. Parfois, oui, on est là pour travailler. On travaille souvent 7 jours sur 7, mais on est là aussi pour prendre soin de soi. Si on veut être utile aux autres, il y a un moment, la charité passe aussi par nous. Hein. C'est comment je prends soin de moi, comment je m'apporte cet amour de moi dont j'ai besoin pour aller apporter aussi ce que j'ai envie d'apporter au monde, hein, pour parler sur d'autres langages. Mais voilà. Donc c'est identifier ces signaux faibles. Je dors plus la nuit, ou ça fait 3 nuits que je dors plus. Je deviens irascible. Les réunions, je les supporte plus. J'ai envie de taper mon voisin. J'ai envie de taper mon logisticien parce qu'il fait pas bien son travail. Enfin voilà, j'ai de la colère en moi. Ça, c'est des signaux déjà que possiblement il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc c'est aussi être en toute humilité, s'observer. Comment je m'observe en mission? Et du coup, quel levier je peux activer, puisque j'ai identifié les leviers que je pouvais activer quand ça irait mal pour moi. Ok. C'est possiblement prendre soin de vous aussi en termes physiques. Quand je disais tout à l'heure en introduction qu'on ne minimise pas la santé physique, même si aujourd'hui on vous parle de santé mentale, c'est comment je prends soin de mon corps. Comment je vais pouvoir bouger. Hein, le corps, il a besoin de bouger. Comment je vais m'alimenter. Parfois, les sources alimentaires, elles fragilisent aussi. Hein. Donc c'est aussi prendre en considération tout ça. C'est comment être attentif à son rythme de sommeil. C'est comment être attentif à s'autoriser des moments off où on va prendre soin de soi. Parfois, c'est juste pour faire une cohérence cardiaque ou une respiration qui va juste nous aider à nous recentrer et à redonner de la clarté à notre esprit aussi, parce que notre corps, on lui apporte ce soulagement-là. Donc, c'est des petites choses. Ça joue au niveau collectif. Comment je prends soin de l'autre et comment l'autre prend soin de moi. On peut être créatif là aussi dans ça, pour la santé mentale. C'est comment je crée peut-être des espaces de dialogue, d'échange. Comment je prends cette initiative, même si mon manager n'y pense pas. Comment moi, je vais peut-être impulser quelque chose de nouveau dans ma structure ou dans mon équipe. C'est maintenir ces liens humains. Ça, je l'ai dit en introduction, mais quand on est en mission, maintenons nos liens humains. Moi, pendant des années, je n'ai pas maintenu mon socle émotionnel qui était resté en France. Et ben, dans ma santé mentale, ça a joué à un moment. Hein. Donc c'est s'autoriser à ça aussi. C'est savoir dire non. J'ai dit, on peut dire non à une mission, mais on peut aussi dire non parfois sur le terrain parce qu'on ne sent pas les choses et que c'est... Voilà. Hein. C'est s'autoriser à exprimer ses émotions. Déjà, à les laisser là, les regarder, les accueillir. On peut parfois être pétri de peur. C'est OK d'être pétri de peur, même si on a 120 personnes qui attendent à notre porte qu'on aille les soigner ou les nourrir. J'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir mal au ventre tellement j'ai peur. J'ai le droit d'en pleurer. Hein. Ça fait partie aussi des choses. Et c'est pas parce que nous sommes humanitaires qu'on n'a pas le droit de s'autoriser à ça. C'est un peu notre souci en santé mentale. Hein. On se dit, oui, on est là pour sauver d'autres personnes, on est là pour les aider. Et je ne m'autorise pas à dire quand moi je vais pas bien. Parce que je suis investie de cette mission pour l'autre. Mais il y a un moment, c'est aussi se regarder soi. Si je m'investis de cette mission pour l'autre, comment je m'investis vis-à-vis de moi dans ma mission à l'autre. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez aller chercher dans le corps aussi de la méditation, de la sophrologie, de la respiration. Hein, je parlais tout à l'heure de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça peut se faire dans un petit coin. Et je vous assure, ça fait du bien. Et plus on en fait, plus on s'auto-régule facilement. C'est des petites choses très simples. On vous en parlera en paire et danse. Voilà. Dans le collectif, c'est aussi être attentif aux autres. C'est se sentir aussi responsable de la santé mentale de l'autre. Il n'y a pas que la mienne qui est en jeu. On est dans un collectif, on vit les uns avec les autres, on bouffe avec les uns et les autres, on travaille sur le terrain avec les uns avec les autres. Donc il y a aussi comment je me sens responsable de ce collectif-là. Voilà. C'est aussi s'autoriser des droits à la déconnexion. Hein, travailler à 22 heures, même si on est sur un terrain d'urgence,
Voilà. Pour notre santé mentale, moi, je questionne. Même si derrière, il y a plein d'enjeux. On est OK. Hein. Ce n'est pas pour minimiser notre travail, mais c'est aussi comment je m'autorise à ça. Voilà, je crois que j'ai dit. Après la mission, c'est pareil. La santé mentale, ça continue après. Hein. C'est comment j'atterris et quel sas de décompression je vais m'autoriser. Souvent, on atterrit et on est happé par notre famille ou les gens qui viennent nous et on n'a pas de sas de décompression. Hein, c'est comment je prends soin de moi aussi dans cet entre-deux qui est j'ai quitté une mission, j'ai fermé une porte, j'ai laissé souvent du staff sur place et ça me heurte parce que moi, j'ai cette chance-là de pouvoir rentrer chez moi, mais eux, ils restent sur place. Et ça, souvent, c'est quelque chose, c'est une charge mentale qu'on a aussi, qu'on porte avec nous. Moi, j'ai encore des gens qui vivent avec moi et quand je pense à eux, j'ai envie de pleurer. Voilà. Donc, c'est aussi s'autoriser ces sas-là et se poser parce que notre santé mentale en dépend. C'est s'autoriser les émotions. Je suis triste, bah ok, je suis triste et c'est ok avec ça. Hein. Et c'est en parler autour de soi aussi, de dire, bah tu vois, je fais de l'humanitaire, je vais faire des choses super bien, mais ma vulnérabilité, là, tout de suite, elle s'exprime. Et je te demande aussi à toi, qui compte pour moi, de l'accepter. Hein. Donc c'est aussi dédramatiser tout ça quand on rentre de mission. Et s'il faut se faire accompagner, on se fait accompagner. Et là, nos employeurs ont tous des budgets pour pouvoir nous attribuer des séances avec des psychologues qui sont pris en charge par leurs soins. Donc ça, c'est aussi actionner le levier. Parce que si vous ne l'actionnez pas, peut-être que le RH qui vous fera votre débrief ne va pas y penser tout de suite. Donc ça, c'est aussi de notre responsabilité d'actionner ces ressources-là, de faire appel à CCH quand on a besoin, enfin voilà, de trouver ces ressources sur le retour aussi. Voilà, je pense que j'ai tenu mon temps. Et je vais passer la parole à Hélène qui va présenter CCH. Alors on va parler de père et danse humanitaire et rien de mieux qu'une petite vidéo pour que vous ayez une vision d'ensemble sur ce que l'on fait. Oui, je dois switcher. Donc... Déverrouiller 4 minutes de vidéo et vous aurez... « 2024 became the deadliest year ever recorded for humanitarian workers, and regarding the current international context, it is only the beginning. In an act initiated by Switzerland, continuously highlighting the country's advocacy for protection of humanitarian workers, the UN adopted Resolution 2730 on the 24th of May, 2024, a historic move to enhance the physical protection of humanitarian personnel. But this begs a crucial question. Who protects them mentally? Nearly 1 in 2 humanitarian workers live with a mental health disorder. 1 in 5 endure multiple coexisting conditions. And 97% of those who lose their lives in the field are local workers. Support is given before deployments. But once in the field and after, too often they're forgotten. Even after returning home, many stay silent. How can anyone understand the humanitarian field without having lived it? Burnout, PTSD, vicarious trauma, compassion fatigue, stress, moral injury. depression, And then, they bury it. or leaves the field entirely. Co-Create Humanity was founded in 2019 in Geneva by a few volunteers. Its mission? To care for those who care for others. Co-Create Humanity offers humanitarian peer support. A safe space outside their home organization where humanitarians are seen, heard, and helped by those who have walked the same path. Co-Create Humanity's work is grounded in 3 essential pillars. Pillar 1. Peer support and psychosocial care. Whether newly deployed, transitioning careers, or long removed from the field, peer support is for anyone seeking recovery. This is why both remote and in-person meetings are available. Culturally sensitive, non-hierarchical, and grounded in lived experience, it's support from one humanitarian to another. Simply email info@cocreatehumanity.org, and within 48 hours, one of our humanitarian peer supporters will be in contact with you. Pillar 2. Advocacy through art and music. Co-Create Humanity harnesses the healing power of art and music to break stigma, express trauma, and reconnect with beauty.
By organizing art exhibits, musical performances, or hosting expressive workshops, Co-Create Humanity is dedicated to reshowing the simple joys of life again and honoring the humanitarians who lost their lives. Pillar 3, professionalization of peer support. In partnership with mental health professionals and academic institutions, Co-Create Humanity is professionalizing peer support, ensuring it's effective, ethical, and impactful. Co-Create Humanity wants to create a new profession of the humanitarian peer supporter through creating and implementing curriculums and training programs. In the future, Co-Create Humanity also hopes to open the first psychosocial rehabilitation center for humanitarians in Switzerland, a place to rest, reconnect, and recover, a home for healing from peer to peer. This movement is built by volunteers so far, backed by a network of collaborators, and supported by people like you. Because there is no individual solution to a collective wound. Together, we can break the silence of stigma and improve mental health support for humanitarians. Every action, no matter how small, makes a difference. Alors ce motion design a été réalisé par 2 stagiaires de l'école Gobelin Paris, meilleure école du monde d'animation. On a la chance d'avoir un partenariat académique avec eux depuis 2022 et vous verrez, vous avez les Humanimation qui sont projetés là dans une salle à côté, qui sont des courtes vidéos qui représentent des témoignages de travailleurs humanitaires. Qu'est-ce que la paire aidance ? Qu'est-ce que la paire aidance humanitaire ? Les bénéfices, quelques témoignages et bien sûr nos actions et notre travail de plaidoyer. La paire aidance a toujours existé de manière informelle. Je pense que c'est même un mécanisme naturel entre êtres humains. On a tendance à vouloir se confier à quelqu'un qui connaît la situation, qui a l'expérience du vécu. Et ce mouvement n'est pas tout récent. La paire aidance a commencé avec les alcooliques anonymes dans les années 1930 aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu ce mouvement du rien sur nous, sans nous. Et c'est un adage que l'on adopte aussi pour parler de la communauté humanitaire. Vous avez là une petite définition que l'on a créée, on s'est basé bien sûr sur ce que l'OMS prône aussi et sur toutes les études qu'il y a eu sur la paire aidance. C'est un système d'entraide mutuelle qui est fondé donc sur ce partage d'expériences vécues, ce qu'on appelle le lived experience aussi. Tout récemment, l'OMS, le Bureau européen, a sorti une roadmap le 30 juin pour justement l'intégration de la paire aidance, du lived experience dans les systèmes de santé mentale en Europe. Et une chose à garder en tête, c'est que la paire aidance ne remplace pas une thérapie. Elle est complémentaire à la connaissance, à l'expertise clinique des professionnels de la santé mentale. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui comprend. Qu'est-ce que la paire aidance humanitaire ? Il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles. Comme je vous le disais, c'est peut-être quelque chose qu'on fait à la machine à café après un retour de mission, etc. Ça a toujours existé. Nous, on a voulu aller plus loin dans le délire, on a voulu vraiment professionnaliser la paire aidance humanitaire. Si vous allez dans la petite salle à côté, vous aurez l'occasion de voir ce motion design sur le témoignage de Penelope Curling, qui, lors de sa mission en Albanie, s'est rendu compte que les humanitaires étaient vraiment en souffrance et elle a mis des groupes de parole en place. La résolution 2730 dont a parlé Olivier et qui a été mentionnée là dans la vidéo, c'est une initiative qui est extrêmement importante, donc initiée par la Suisse. Et on espère vraiment que toute innovation en termes de santé mentale et de prise en charge se fera en Suisse. La paire aidance humanitaire ne s'improvise pas. C'est pas parce qu'on a un background humanitaire que ça signifie que l'on peut être paire aidant humanitaire. C'est une profession qui existe déjà au Canada, en France, en Belgique, ici en Suisse. Et il y a un cadre d'expertise. Et c'est une profession qui doit être, où les gens doivent être formés et supervisés. Pour cela, on a toute une équipe de supervision avec des psychologues cliniciens, dont la moitié sont du personnel national. Dans le parcours de rétablissement, on considère que la personne en souffrance est au cœur de la réflexion.
Donc nous, on est juste un petit colibri parmi tant d'autres pour aider la personne en souffrance. Il y a d'autres leviers dont on a parlé, il y a les familles, il y a bien sûr aussi le sport, l'organisation, les ressources que l'on a aussi en interne. C'est extrêmement important de savoir que tout est complémentaire et qu'il n'y a pas de compétition. On professionnalise la pérédance en ayant une base académique. On a Sarah Verrier qui est dans cette salle, pérédante humanitaire de Co-Create Humanity, qui a présenté son mémoire le 12 septembre à Lyon. Donc il y a un DU de pérédance en santé mentale avec le Centre Ressources Réhabilitation et l'Université Lyon 1. Donc son mémoire est sorti le 12 septembre, il est publié aussi en ligne et sur notre site internet. Et je vous invite à aller le voir. Ne prenez pas peur, il ne fait pas 100 pages, il n'en fait que 35. Il fait plus de 100 pages avec les annexes. Et nous sommes 4, moi incluse. On commencera notre rentrée universitaire la semaine prochaine. C'est vrai qu'on n'avait pas assez à faire, donc on s'est dit qu'on va se rajouter un petit diplôme universitaire de pérédance en santé mentale. Parce qu'on a besoin justement d'amener de la richesse et un socle académique si l'on veut créer un nouveau métier et être crédible, non seulement auprès de vous peut-être, bénéficiaires, mais aussi auprès des organisations et du système administratif et gouvernemental. Pour contacter notre équipe de pérédance, c'est easy, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. L'adresse info@cocreatehumanity.org. Même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez nous contacter et sachez que tous nos services sont gratuits. On a la chance maintenant d'avoir un partenariat institutionnel avec une organisation qui gère la sûreté-sécurité pour les opérations humanitaires les plus complexes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au-delà de la pérédance, on est aussi mandaté pour faire des protocoles de prise en charge psychologique. Et on a demandé à cette organisation d'avoir la possibilité de créer ce protocole en binôme avec des pérédants et des psychologues. Et ça fonctionne extrêmement bien. On fait aussi partie de la CORASP, qui est la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique. Et on fait également partie de la Fédération européenne, la FAPAF, de la pérédance francophone, qui est en Belgique. Ce que la pérédance apporte au secteur humanitaire, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il n'y a pas de lien hiérarchique. On parle vraiment de pair à pair, c'est vraiment une relation qui est horizontale. On brise la stigmatisation, on ose parler, on ose dévoiler des choses qui sont parfois très personnelles, très dures. Et l'accessibilité est vraiment facilitée par ce biais. Et il y a vraiment une transmission d'un message qui est positif, que l'on peut se reconstruire malgré tous les traumas que l'on peut avoir. Tout le monde n'est pas traumatisé par ces missions humanitaires, et heureusement, mais il faut savoir aller chercher de l'aide. Mon ami le docteur Daniel Dufour, qui est décédé en 2021, disait que l'être humain a la formidable capacité de se relever de tout, même du pire, s'il est bien accompagné. Mais pour cela, il faut déjà avoir la volonté de se faire accompagner. Donc il faut encourager les personnes qui sont en souffrance à le faire. Là, vous avez quelques témoignages que vous pourrez retrouver sur notre site internet. On accompagne des gens qui vont partir en mission, des gens qui sont actuellement en mission ou en transition, et on a aussi des retraités du secteur, et on a aussi les familles. À vos souhaits. Le professeur Nicolas Franck, qui est le président du conseil scientifique et pédagogique de PSSM en France, qui est aussi professeur à l'université Lyon 1, vous avez là tout son pédigré, travaille étroitement avec Co-Create Humanity et intégrera prochainement notre comité scientifique. On ne peut pas créer un nouveau métier sans avoir aussi des professionnels de la santé pour valider notre initiative. Donc ce comité scientifique est en train de se mettre en place avec des professionnels de la santé mentale, des militaires, des humanitaires et bien d'autres. On fait donc tout notre travail de plaidoyer, nos actions, notre travail de plaidoyer à travers des webinaires, des conférences. Toutes les ressources sont sur notre chaîne YouTube. Pour parler de burn-out, de stress post-traumatique, de nos projets, allez sur notre chaîne YouTube et vous pourrez voir, tout a été enregistré. Et notre travail de plaidoyer par l'art et la musique, pourquoi ? La créativité, c'est notre humanité. En temps de guerre, en temps de conflit, en temps de catastrophe naturelle, l'homme n'arrêtera jamais de danser, de cuisiner, d'écrire, de peindre. Et je pense que c'est cela qu'il faut exploiter. Et on ne peut pas vomir en fait ce qui se passe dans le secteur humanitaire, tout ce qui relève de la santé mentale comme ça, à vous grand public, aux institutions, aux politiques. Il faut amener énormément de beauté et de lumière sur ce que l'on fait. Et nous, on a décidé de le faire par le biais de l'art et de la musique. Donc il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec nous. On a eu la chance de travailler avec l'orchestre de la Garde républicaine. On a des musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et encore plein de belles choses qui arrivent. Et puis je ne désespère pas, j'écris à Dua Lipa, Ben Harper. Je me dis, il y en a peut-être un qui va vouloir à un moment donné donner un peu de sa personne et ça serait vraiment très chouette. Donc
Donc on y croit. Et on a la chance d'avoir des ambassadeurs extraordinaires, donc 2 sportifs de haut niveau, Stéphane Toureau qui est le vice-champion du monde d'apnée et avec qui on développera un protocole de soins par l'apnée l'année prochaine. On a Jean-Baptiste Alès qui est un survivant d'un massacre au Burundi, qui est maintenant athlète paralympique, qui sera là le 7 février pour notre concert, je vous en dirai un petit peu plus, et Julie Sevilla-Fraisse qui est violoncelliste internationale. Donc là, vous avez nos événements. N'hésitez pas à nous soutenir en venant à nos concerts. C'est un joli piège qu'on vous tend, puisqu'avant d'accéder au concert, vous êtes obligé de passer par notre discours d'ouverture. C'est important que vous sachiez ce que l'on fait, qu'on existe et qu'il y a des ressources. Donc il y aura ce concert le 4, qui sera à Lutry en Suisse, où Olivier sera là pour le discours d'ouverture, et un grand concert à Rolle. L'Institut Le Roset est l'une des écoles les plus chères du monde, et le Roset Concert Hall est l'une des plus belles salles de Suisse. On a cette salle gratuitement toutes les années. Ça sera un concert de 6 violoncelles, avec une conférence de Stéphane Toureau et une conférence de Jean-Baptiste Alès. Et bien sûr, on donne aussi des conférences avec des pointures de la santé mentale. Vous aurez Pascal Brion à l'Université de Genève qui viendra parler de blessures morales, de trauma vicariant, et le grand professeur d'IMD, George Kohlreiser, qui viendra parler de leadership empathique. Puisque parmi les traumas que l'on peut avoir, il y a ces traumas qui découlent des violences institutionnelles, du management, et c'est important de le rappeler. Voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on voudrait créer un centre de réhabilitation psychosociale. On est actuellement en train de réunir plusieurs acteurs, des gens de différents CHU en France, ici des acteurs suisses, et on s'inspire de ce que les militaires français ont fait pour leurs blessés psychiques en créant les maisons Athos en 2021. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, on est là pour se baser sur des protocoles, des choses qui existent déjà, que l'on pourrait transposer au secteur humanitaire. Donc là, vous avez les coordonnées pour nous joindre. Je vous remercie de votre attention et je voudrais juste conclure avec cela. Il faut continuer de parler de santé mentale, de bien-être ainsi que de sûreté et de sécurité. Il faut que ça reste au cœur de l'agenda humanitaire. Il faut rappeler sans relâche à vous, grand public, aux institutions et aux décideurs, que soutenir les opérations humanitaires est essentiel, bien sûr, mais que sans investir dans celles et ceux qui les rendent possibles, aucune action humanitaire ne peut exister. Merci beaucoup. On vous propose un temps d'échange, si vous voulez poser des questions. Ouais, déjà. Okay. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos présentations. Tout ce que vous avez dit, ça résonne particulièrement chez moi parce que j'ai travaillé chez Résonance Humanitaire, qui est un stand, petit coup de pub. J'avais une question concernant, on parle beaucoup de la localisation de l'aide, on parle des staffs nationaux, que 97% sont victimes des attaques et des incidents qui peuvent arriver sur le terrain. Pour eux, qu'est-ce qui est proposé comme accompagnement ? Moi, je sais que j'ai été dans une étude, on a fait une étude avec Résonance Humanitaire à Dakar, où on a parlé à des expatriés africains, mais qui ont travaillé dans notre pays, ou des staffs nationaux. Et en fait, ils ont d'autres enjeux, d'autres problématiques, mais pas forcément d'accompagnement comme nous, on peut avoir, on a la chance d'avoir en France, en Suisse. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces choses-là et qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce qui existe Voilà, ce serait intéressant de savoir, je pense, pour les personnes qui peut-être sont issues de la diaspora et... Voilà, merci beaucoup pour ta question qui est très pertinente. Nous, on accompagne déjà les acteurs locaux. Tu veux répondre tout de suite ? Oui, okay. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, comme disait tout à l'heure Olivier, on fait vraiment un focus, nous aussi, sur le personnel national qui bénéficie de moins d'accompagnement. Il faut savoir qu'il ne faut pas être membre de Co-Create Humanity pour nous atteindre. Donc, essentiellement, aujourd'hui, nous, on n'a que du staff national. Parce qu'ils savent justement qu'ils peuvent recourir à nos services gratuitement. Et vu qu'on est aussi référent en santé mentale au sein d'une organisation qui a beaucoup de staff local, l'information circule. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à le rappeler parce que ce n'est pas forcément des personnes qui vont aller chercher de l'aide. Et c'est là que le père aidant, je dirais, a sa carte à jouer parce que dans certaines cultures, on le sait très bien, les gens n'iront pas voir un psychiatre, un psychologue, ils auront juste envie de parler à quelqu'un qui comprend. Mais quand on est père aidant en santé mentale, je dis bien père aidant en santé mentale, on touche à un domaine qui est le domaine du trauma, du psychotrauma. Les personnes doivent quand même avoir un minimum de formation au premier secours psychologique, etc., pour faire attention à ne pas aller réveiller des traumas chez l'autre et chez soi-même. Donc il y a un accompagnement en tout cas à notre niveau qui est fait par le biais de la pérédance humanitaire.
Je vais peut-être juste rajouter que, en tout cas sur les 3 terrains sur lesquels on travaille pour l'instant, c'est pareil. En fait, on fait essentiellement le maillage justement des gens qui font déjà du soutien aux travailleurs et travailleuses humanitaires. Et donc, au fur et à mesure qu'on construit l'initiative, on sera ravis de vous donner plus d'informations. Mais donc sur l'Ukraine, la RDC et la Palestine, l'idée en effet, c'est déjà de mettre les gens en réseau, de faciliter l'échange des pratiques et de mettre ça à disposition et de se baser surtout sur en effet les savoirs et les expériences locales. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, à nous contacter s'il y a des besoins spécifiques. Vous pouvez, je pense, contacter soit CCH, soit nous. Et je pense que via l'une ou l'autre des organisations, il y aurait moyen de trouver. Je rajouterais peut-être quand même que, en tout cas, le présupposé que la demande n'existe pas, je pense qu'en tout cas pour nous, il est démenti par tous les échantillons et les gens qu'on a interrogés sur le terrain. C'est qu'en fait, il n'y avait pas forcément un espace où cette demande pouvait s'exprimer. Et c'est simplement en effet que les modalités de soutien sont peut-être pas forcément celles qu'on calque d'ici, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être davantage de collectifs et un peu moins d'individuels, peut-être en effet un peu moins médicalisés ou psychologisés, mais davantage sur les questions de bien-être, etc. Mais il y a par contre, en tout cas sur tous les terrains où on creuse cette question-là du soin aux bénévoles, volontaires et employés, il y a une forte demande. Et donc, enfin, pour nous, en tout cas, ce qu'on entendait parfois sur la question culturelle, en fait, est plutôt démenti par ce qu'on voit sur le terrain et la demande qui est forte. Et pour nous, c'est un enjeu de durabilité aussi, pardon. Justement, dans le cadre de la localisation de l'aide, on essaye toujours d'expliquer aussi, notamment aux bailleurs de fonds, qu'il faut pousser pour qu'il y ait des budgets pour ce genre de choses-là au sein des organisations. Parce que, encore une fois, le personnel national et les acteurs locaux sont les premiers répondants, ceux qui resteront aussi, et que donc du coup il y a un enjeu très fort à les soutenir sur la durée, et que pour nous ça doit être un impératif pour toute action humanitaire qu'il y ait systématiquement la prise en charge de ce genre de dépenses. Merci. On vient de m'annoncer que la conférence suivante est censée commencer à 14h. Donc, on va peut-être prendre une dernière question. Et on a pris du retard, ouais, malheureusement. Donc, posez votre question, bien évidemment. Merci. Alors, il y en a 2 que je vais essayer de faire court. La première, c'est sur l'usage du numérique comme outil de sécurité. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions de protection des personnes vulnérables, prévention des conflits au Moyen-Orient. Et j'ai vu suggérer que je n'aille pas sur le terrain, mais que je fasse des entretiens visio, des sondages en ligne. J'en ai même eu un Irakien en Irak qui me proposait de faire un sondage aux bénéficiaires pour enquêter sur les questions de protection de l'enfance. Donc j'étais un peu surprise. Ceci dit, c'est parfois une injonction des bailleurs. Je me demandais si, d'après vous, ça peut être un outil de sécurité du personnel de passer par le numérique, sachant que d'après moi, on perd quand même beaucoup d'informations, de compréhension, d'acceptance. L'autre, un peu poil à gratter. En Irak, quand j'y étais, il y a eu l'enlèvement de 4 personnes, un Irakien, 3 Français, à Bagdad, de SOS Chrétiens d'Orient, qui est une association, mais qui travaille sur une base assez confessionnelle, des chrétiens qui veulent aider les chrétiens avec une vision de la zone très politique, on va dire. Comment vous vous positionnez, si vous le faites, sur ce genre de choses où on n'est quand même pas dans l'humanitaire, néanmoins, ce sont des gens qui se sont fait enlever. Alors, je vais faire court aussi. Merci pour vos questions, parce qu'elles sont très pertinentes. Alors, nous, on travaille en tout cas sur... Donc, je vais répondre d'abord par la deuxième et puis aller vers les aspects digitaux et numériques après. Donc, sur la question... Enfin, je pense que sur votre deuxième question, c'est qu'en effet, nous, on serait en tout cas très favorable à prendre en charge
les campagnes, si jamais, en effet, c'est un engagement humanitaire. C'est pour ça que dans notre nom, justement, on insiste là-dessus. Et donc, ça implique en effet que, on va dire, l'acteur, c'est-à-dire l'individu ou organisation, respecte les principes. Et donc, parfois, en effet, il y a débat autour de cela. L'avantage, encore une fois, c'est que il y a d'autres organisations, pour le coup, qui travaillent sur tout type de détention arbitraire, quelle que soit la situation de la personne. Je pense notamment à Hostage International en Angleterre. Et dans ce cas-là, que les personnes soient journalistes, reporters ou même simples citoyens, ce sont des structures vers lesquelles on peut renvoyer. Donc voilà, l'essentiel, je pense que c'est les gens vivent une injustice, ils reçoivent de l'aide. Après, sur la question de la catégorisation et de la définition, voilà, nous on se limite en effet à des acteurs humanitaires. Voilà. Sur votre première question, qui est très pertinente parce qu'en effet, on n'a pas parlé de protection numérique. Et ce qu'on voit en effet, donc là aussi, ce serait très intéressant d'extrapoler les données sur la sécurité physique, d'aussi tenter de voir les attaques, notamment numériques, contre les acteurs humanitaires qui se multiplient. Donc, en particulier, les organisations humanitaires qui travaillent sur les questions migratoires sont à l'heure actuelle ciblées par des acteurs politiques. Et je ne parle pas juste d'un parti politique dans un pays, je parle aussi d'acteurs étatiques qui ciblent spécifiquement ce genre d'organisation de solidarité avec des campagnes très systématiques. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière les gens qui gèrent ces réseaux-là, c'est très dur pour eux aussi. Donc ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, soit des personnalités qui prennent la parole sur ces enjeux-là, soit des organisations qui font par exemple du secours en mer Méditerranée, etc., malheureusement doivent dépenser de plus en plus d'argent et de moyens pour justement protéger aussi leur identité, pour ne pas se faire attaquer. Et je pense que le secteur humanitaire est très mal préparé à ça. C'est un premier point. Ensuite, il y a la question de la protection, on va dire, c'est-à-dire qu'on part en mission. Nous, on était la semaine dernière en Ukraine, où on va dans des contextes. En fait, ça, c'est un vrai point de vulnérabilité. Et je pense que le secteur humanitaire pourrait vraiment s'inspirer des outils très basiques mais fonctionnels qui fonctionnent pour les défenseurs des droits humains. Je pense que le secteur défense des droits humains est bien plus avancé que le secteur humanitaire sur tout ce qui est protection digitale, sécurisation des données, parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de campagnes de désinformation contre des acteurs humanitaires, notamment faire passer des acteurs type le CICR récemment au Niger, les faire passer pour des espions, pour citer que quelques cas qui sont publics, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on va utiliser même des informations qui sont stockées. L'acteur humanitaire pense qu'ils sont stockés de manière privée, mais qui peuvent être complètement manipulés, notamment en utilisant l'IA contre et pour mener à des campagnes de désinformation très ciblées, parce qu'encore une fois, il y a des agendas politiques, il y a des acteurs qui ne veulent plus d'acteurs de société civile sur certains territoires. Voilà, je ne vais pas nommer les pays ici, mais je pense que vous savez, vous voyez à qui je veux en venir. Et je pense qu'on est très mal préparé à ça. On adorerait travailler là-dessus. Après, c'est juste que il faut trouver. Mais c'est un vrai besoin, et je pense que à part quelques grosses institutions qui se préparent là-dessus, qui investissent, je pense que l'essentiel des ONG locales clairement, mais aussi même internationales de taille moyenne à petite, n'ont pour l'instant pas les capacités d'investir et de former leurs équipes et de sensibiliser leur staff sur la protection digitale, qui, je pense, sera vraiment un gros enjeu dans les années à venir. Là, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et on peut continuer les échanges dans les couloirs, entre deux stands. Voilà, n'hésitez pas. Merci.